Le millionnaire est arrivé à la maison de retraite pour faire un don. Mais il est tombé à genoux en retrouvant sa mère disparue depuis 30 ans. La tour fort dominait l'horizon parisien comme un doigt arrogant pointé vers le ciel. 58 étages de verre et d'acier, un monument à l'ambition d'un seul homme. Damien Faure, ce matin-là, comme tous les matins depuis 15 ans, Damien contemplait Paris depuis son bureau du dernier étage. Costume sur mesure Brioni, montre Patek Philippe, chaussures John Lobb parfaitement cirées. À 40 ans, il incarnait la réussite absolue, celle qui fait la une des magazines économiques et suscite l'envie des mortels ordinaires. Monsieur Faure, la réunion commence dans 5 minutes. La voix de sa secrétaire le tira de sa contemplation. Sans un mot, il se détourna de la baie vitrée et prit place à l'extrémité de l'immense table de conférence en bois d'ébène. Une à une, les figures importantes du groupe Faure entrèrent dans la pièce. Personne n'osait s'asseoir avant que Damien ne fasse signe. « Messieurs, commençons. » Sa voix, toujours mesurée, jamais élevée, provoquait invariablement un silence immédiat. On racontait dans les couloirs que Damien Faure n'avait pas besoin de crier pour se faire obéir. Un simple regard suffisait. « Le trimestre est décevant. J'attends vos explications. » Le directeur financier, un homme d'une 50aine d'années au front déjà moite, se lança dans une explication alambiquée sur les marchés internationaux, la crise en Asie, les fluctuations monétaires. Damien l'écoutait, impassible, tapotant légèrement la table du bout des doigts. Et donc, selon vous, notre baisse de rentabilité de 3,8% est due à... Quoi, exactement? À la pluie en Chine. Un rire nerveux parcourut l'assemblée. Le directeur financier pâlit visiblement. Non, c'est une conjonction de facteurs qui... Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour me présenter un plan concret de redressement. Si les chiffres ne remontent pas au prochain trimestre, nous nous passerons de vos services. D'autres questions. Le silence qui suivit était éloquent. La réunion se poursuivit avec la même froide efficacité. Des décisions tranchantes, des délais non négociables, des objectifs revus à la hausse. En moins d'une heure, le sort de 3 filiales et de centaines d'emplois fut scellé lorsque tous eurent quitté la pièce. Seul Victor Laurent, son plus proche conseiller, resta, grand, élégant, la quarantaine discrète. Victor était l'unique personne que Damien tolérait dans son cercle proche. Si tant est qu'on puisse parler de cercle pour un homme aussi solitaire, brutal mais efficace comme d'habitude, commenta Victor en se servant un café. Damien haussa les épaules. La brutalité est parfois nécessaire. Mon père me l'a appris. À l'évocation de Pierre Faure, une ombre fugace passa sur son visage. Mort 5 ans plus tôt, Pierre avait laissé à son fils un empire financier et une philosophie implacable. Dans ce monde, il n'y a que des loups et des agneaux. Les sentiments sont un luxe que les premiers ne peuvent s'offrir. À propos de nécessité, reprit Victor en lui tendant une tablette. J'ai les résultats du dernier sondage d'opinion sur le groupe Faure. Les chiffres ne sont pas bons. Damien parcourut l'écran d'un regard indifférent. Depuis quand nous soucions-nous de ce que pense le grand public? Depuis que nos actionnaires s'inquiètent de notre image, le Conseil demande des initiatives en matière de responsabilité sociale. Un soupir d'agacement échappa à Damien. Des œuvres de charité, c'est ça, pour attendrir les cœurs et les portefeuilles. Exactement. J'ai sélectionné quelques options. Une donation à un hôpital pour enfants, peut-être, ou un partenariat avec une ONG environnementale. Damien fit défiler les propositions d'un air détaché, jusqu'à s'arrêter sur une photographie. Un modeste bâtiment en pierre, entouré d'un jardin mal entretenu, qu'est-ce que c'est? Les mimosas et... Un établissement pour personnes âgées dans la banlieue de Lyon. Il risque la fermeture faute de moyens. Ce serait un beau geste symbolique. Et puis, c'est à Lyon. Lyon, la ville où Damien avait passé les 6 premières années de sa vie, la ville qu'il avait quittée le jour où sa mère avait disparu sans explication. Sans adieu, la ville qu'il s'était juré de ne jamais revoir. Une image fugace traversa son esprit. Une femme aux cheveux châtains qui lui souriait, l'odeur de son parfum léger, la chaleur de sa main dans la sienne. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, l'image s'évanouit, remplacée par celle, plus nette, plus douloureuse, de son père lui annonçant qu'elle était partie, qu'elle ne reviendrait pas, qu'il n'avait plus besoin d'elle. Damien, la voix de Victor le ramena au présent. Il referma brusquement l'écran de la tablette. Va pour cet hospice, organise une visite, une remise de chèque.
les photos habituelles pour la presse, le plus tôt sera le mieux. Victor parut surpris par cette décision soudaine. « Tu es sûr ? Je sais que Lyon n'est pas. C'est parfait, coupa Damien. Lyon, c'est parfait. » Ce soir-là, dans son immense appartement avec vue sur la Seine, Damien se servit un verre de Macallan 25 ans d'âge. Il ne buvait presque jamais, détestant la sensation de perte de contrôle. Mais ce soir, les souvenirs étaient plus présents que d'habitude. Il s'approcha d'un tiroir qu'il n'ouvrait jamais, hésita un instant, puis l'ouvrit d'un geste brusque. À l'intérieur, une petite boîte en bois sculptée, elle contenait un médaillon en argent. Simple, un peu usé, avec une inscription à moitié effacée. « À mon petit prince, avec tout mon... » Le reste était illisible, Damien le savait. Il avait essayé 1000 fois de déchiffrer ces mots quand il était enfant. Il avait fini par abandonner, comme il avait fini par accepter l'abandon lui-même. Sa mère était partie parce qu'elle ne l'aimait pas assez pour rester. Son père le lui avait suffisamment répété. Les femmes comme elle finissent plus toujours par partir. Heureusement, nous avons quelque chose de bien plus précieux, mon fils. Nous avons ceci, et Pierre montrait leur possession, leur compte en banque, leur influence grandissante. Damien referma sèchement la boîte et la rangea. Son père avait raison. L'argent ne partait pas. L'argent ne trahissait pas. L'argent était la seule sécurité dans un monde fondamentalement imprévisible et cruel, Lyon. Après toutes ces années, il allait retourner à Lyon. Une simple formalité, une visite sans importance, un chèque, quelques poignées de main, et il reviendrait à Paris, à sa vraie vie. Ce qu'il ignorait, c'est que la vie, parfois, vous attend au tournant le plus improbable, et que certains retours sont aussi des commencements. La résidence Les Mimosas se trouvait à une vingtaine de kilomètres du centre de Lyon. Nichée au cœur d'un petit village dont Damien avait déjà oublié le nom, le bâtiment, une ancienne demeure bourgeoise du XIXe siècle, avait connu des jours meilleurs. La façade écaillée réclamait une couche de peinture fraîche, et le jardin, bien que spacieux, trahissait le manque de moyens de l'établissement. « C'est pittoresque », commenta Victor alors que la Mercedes noire s'engageait dans l'allée gravillonnée. Damien ne répondit pas. Depuis leur départ de Paris à l'aube, il s'était montré particulièrement taciturne, même selon ses propres standards. Le retour à Lyon, même dans sa périphérie, faisait remonter des sensations qu'il croyait avoir enfouies pour toujours. « Les journalistes seront là dans 1 heure », poursuivit Victor en consultant sa montre. « Juste le temps de faire un tour des lieux, de rencontrer la directrice et de remettre le chèque. 1h30, maximum, et nous serons en route pour l'aéroport. » Damien acquiesça distraitement. Une partie de lui voulait en finir au plus vite, retourner à Paris, à la sécurité de sa tour d'ivoire. Une autre partie, celle qu'il s'efforçait d'ignorer, ressentait une étrange attraction, presque magnétique, envers ce lieu inconnu. À peine eurent-ils garé la voiture qu'une femme d'une 50aine d'années sortit les accueillir. Grande, mince, les cheveux grisonnants coupés courts, elle avait cette élégance discrète des personnes qui ne cherchent pas à impressionner. « Monsieur Faure, quel honneur. Je suis Amélie Vidal, directrice des Mimosas. » Sa poignée de main était ferme. Son regard direct, Damien y décela immédiatement une lueur de suspicion, comme si elle se demandait quelles étaient ses véritables motivations. « Madame Vidal, mon conseiller, Victor Laurent. » Les présentations faites, Amélie les guida à l'intérieur, contrairement à l'extérieur quelque peu délabré. L'intérieur des Mimosas respirait la propreté et une certaine chaleur. Les murs couleur crème étaient ornés de photographies d'époque et de dessins colorés, visiblement réalisés par les résidents. Des plantes vertes occupaient chaque recoin, apportant vie et fraîcheur à l'espace. « Nous accueillons actuellement 42 résidents », expliqua Amélie en les conduisant à travers un couloir lumineux. « La plupart ont peu ou pas de famille. Pour beaucoup, les Mimosas est leur dernier foyer. » Elle parlait avec passion de son établissement, détaillant les activités organisées malgré les contraintes budgétaires, les soins prodigués par une équipe réduite mais dévouée. Damien l'écoutait d'une oreille distraite. Enregistrant machinalement les informations, ils arrivèrent dans une grande salle commune où une vingtaine de résidents étaient rassemblés. Certains jouaient aux cartes, d'autres lisaient ou regardaient la télévision. L'atmosphère était paisible, sans l'agitation fébrile que Damien associait habituellement au lieu collectif. « Voici notre salon principal », annonça Amélie. « C'est ici que nos résidents passent la plupart de leur temps. Nous allons justement servir le thé. Souhaitez-vous vous joindre à nous ?»
Victor jeta un coup d'œil inquiet à sa montre. Mais Damien, à sa propre surprise, acquiesça. Avec plaisir. Ils prirent place dans un coin de la salle. Observant les vieux visages marqués par le temps, Damien, habitué aux regards intimidés ou envieux que lui attirait habituellement sa présence, fut frappé par l'indifférence des résidents. Ici, sa fortune, son nom, son pouvoir, tout cela semblait n'avoir aucune importance. Nos résidents ont connu la guerre. La reconstruction mai 68, commenta Amélie. Ils ont une autre échelle de valeur. Une aide-soignante commença à distribuer des tasses de thé. Damien observa distraitement la scène jusqu'à ce qu'une silhouette attire son attention. Une femme âgée, frêle, aux cheveux blancs soigneusement coiffés, poussait un chariot de service. Elle se déplaçait avec lenteur, mais ses gestes conservaient une certaine grâce. « C'est Claire », expliqua Amélie en suivant son regard. Une de nos plus anciennes résidentes. Elle tient à aider malgré son âge. Servir le thé est son petit rituel. Claire se rapprochait de leur table. Concentrée sur sa tâche, son visage ridé exprimait une sérénité que Damien n'avait jamais observée chez quiconque. Lorsqu'elle leva les yeux pour leur servir le thé, il fut saisi par son regard. 2 yeux d'un bleu profond, lumineux malgré les années. Un frisson parcourut l'échine de Damien. Ses yeux, ils lui semblaient étrangement familiers. « Voilà pour vous, messieurs », dit Claire d'une voix douce en déposant 2 tasses devant eux. « Et un sucre pour Madame Vidal, comme d'habitude. »« Merci, Claire », sourit Amélie. « Je vous présente Monsieur Faure et Monsieur Laurent. Ils viennent de Paris pour visiter les mimosas. » À la mention du nom Faure, les mains de Claire se figèrent. La tasse qu'elle tenait oscilla dangereusement, répandant quelques gouttes de thé sur le plateau. « Faure », répéta-t-elle, son regard soudain troublé. « Comme Pierre Faure. » Damien sentit son cœur manquer un battement. « Vous connaissiez mon père. » La vieille femme le dévisagea avec une intensité dérangeante, comme si elle cherchait quelque chose dans ses traits. Puis, sans avertissement, la tasse qu'elle tenait lui échappa des mains et se brisa au sol avec fracas. Le bruit attira l'attention de toute la salle. « Mon petit », murmura Claire, les yeux écarquillés. « Mon petit prince », c'étaient exactement les mots gravés sur le médaillon. Amélie se leva précipitamment, tandis qu'une aide-soignante accourait. « Claire, est-ce que ça va? Venez vous asseoir. » La vieille femme semblait ne pas l'entendre, son regard toujours rivé sur Damien. Puis, aussi soudainement que l'épisode avait commencé, son expression s'éclaircit, comme si un voile était retombé. « Je suis désolée pour la tasse, » dit-elle platement. « Je ne sais pas ce qui m'a prise. » Elle se laissa guider jusqu'à un fauteuil, jetant un dernier regard confus vers Damien, avant de détourner les yeux. « Veuillez l'excuser », s'empressa de dire Amélie, visiblement gênée. « Claire souffre parfois de confusion, ses souvenirs vont et viennent, c'est normal à son âge. » Victor, sentant le trouble de Damien, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Concernant notre donation, Madame Vidal, nous avions prévu un montant de 100 000 €. Est-ce que cela conviendrait aux besoins de votre établissement ?» Mais Damien n'écoutait plus. Son regard restait fixé sur Claire, maintenant assise à l'écart, l'air absent. Un tourbillon d'émotions contradictoires l'assaillait. Cette femme, cet inconnu, l'avait appelé « mon petit prince », exactement comme sa mère le faisait avant de disparaître. Et elle connaissait son père. Était-ce possible, après toutes ces années, ou n'était-ce qu'une coïncidence cruelle, un jeu du hasard? Damien, la voix de Victor le ramena à la réalité. Le chèque? Mécaniquement, Damien sortit le chéquier de sa veste et signa le document préparé, mais son esprit était ailleurs, prisonnier d'un passé qu'il croyait avoir définitivement enterré. « Monsieur Faure », dit Amélie, son expression maintenant plus chaleureuse. « Cette générosité va littéralement sauver les mimosas. Je ne sais comment vous remercier. » Damien hocha la tête, son regard revenant involontairement vers Claire. « Madame Vidal, auriez-vous un dossier sur chaque résident, des informations sur leur parcours, leur arrivée ici ?» La question surprit Amélie. « Bien sûr, nous conservons tous les dossiers administratifs et médicaux. » « Pourquoi cette question ? Simple curiosité professionnelle, » répondit Damien, retrouvant son ton détaché habituel. Le groupe Faure envisage d'autres initiatives dans le secteur médico-social. Victor lui lança un regard intrigué, mais ne dit rien, lorsqu'ils quittèrent les mimosas 1 heure plus tard. Après les photos officielles et les questions des journalistes,
Damien resta silencieux pendant tout le trajet vers l'aéroport. Ce n'est qu'une fois dans le jet privé qu'il se tourna vers Victor. « Je veux tout savoir sur cette femme, Claire, son passé, comment elle est arrivée au Mimosa, ses antécédents médicaux. » « Tout ?» Victor l'observa avec attention. « Tu penses que… » Damien ne répondit pas immédiatement, son regard perdu vers le hublot où Lyon rapetissait à vue d'œil. « Je ne pense rien, » dit-il finalement. « Je veux juste savoir. » Une semaine s'était écoulée depuis la visite au Mimosa, mais Damien n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image de Claire. Ses yeux bleus, ce murmure « Mon petit prince ». Et cette réaction à l'évocation du nom de Pierre Faure, trop de coïncidences pour être ignorée, assis dans son bureau parisien, il contemplait la pile de dossiers que Victor avait réussi à rassembler. Obtenir des informations sur Claire n'avait pas été simple. Les Mimosas respectaient scrupuleusement la confidentialité de leurs résidents, et Amélie Vidal s'était montrée réticente, malgré la généreuse donation. « Qu'est-ce que nous avons ?» demanda Damien lorsque Victor entra, une tasse de café à la main. « Pas grand-chose, malheureusement », répondit Victor en s'asseyant. Claire Moreau, d'après les registres officiels, arrivée au Mimosa il y a presque 20 ans, avant ça, c'est le flou total. Elle aurait été transférée d'une institution psychiatrique qui a fermé depuis, diagnostic, troubles de la mémoire, dépression chronique, période de confusion. Damien feuilleta les documents, fronçant les sourcils devant leur évidente superficialité. C'est tout, pas de famille, pas d'antécédents. C'est là que ça devient intéressant, dit Victor. J'ai contacté un ami à la préfecture. Les dossiers de Claire sont incomplets, comme si quelqu'un avait délibérément effacé certaines informations. Un frisson parcourut l'échine de Damien. Il se souvenait des paroles de son père. Dans les affaires comme dans la vie, quand quelque chose ne semble pas clair, c'est qu'on a voulu le rendre obscur. J'ai engagé un détective privé, annonça-t-il, surprenant Victor. René Mercier, un ancien de la DGSE. Il a commencé à enquêter discrètement. Victor le dévisagea avec inquiétude. « Damien, je comprends que cette rencontre t'ait troublé, mais est-ce vraiment nécessaire d'aller si loin? Même si cette femme a connu ton père, même si elle utilise une expression similaire à celle de ta mère, ça pourrait n'être qu'une coïncidence. » Damien se leva brusquement et s'approcha de la fenêtre. La voix de Victor reflétait exactement ses propres doutes, cette petite voix intérieure qui lui répétait qu'il se berçait d'illusions. Qu'espérait-il trouver, au juste, que Claire soit réellement sa mère? Et ensuite, ce n'est pas simplement l'expression, dit-il finalement. C'est son regard, ses yeux. Je les ai déjà vus, je les connais. Son téléphone vibra, un message de Mercier. Information préliminaire, disponible pour en discuter ce soir. Il a déjà trouvé quelque chose, murmura Damien. Ce soir-là, à 22h précises, René Mercier se présenta à l'appartement de Damien. C'était un homme d'une 60aine d'années, au physique discret, mais au regard perçant, le genre d'homme qu'on oublie aussitôt croisé, ce qui faisait de lui un excellent enquêteur. « Monsieur Faure », dit-il après les présentations d'usage, « j'ai des informations qui pourraient vous intéresser », installé dans le salon minimaliste de l'appartement. Mercier ouvrit son ordinateur portable. « Pour commencer, Claire Moreau n'existe pas. Du moins, pas officiellement avant son arrivée au Mimosa. J'ai vérifié tous les registres nationaux. Aucune trace d'une Claire Moreau correspondant à son âge et sa description. » Damien sentit son pouce s'accélérer. Continuez. Les documents d'admission au Mimosa sont signés par un certain docteur Philippe Garnier, supposément médecin à la clinique Saint-Joseph. Problème. La clinique Saint-Joseph a bien existé, mais le docteur Garnier n'y a jamais travaillé. Sa signature semble être un faux. Mercier fit défiler plusieurs documents à l'écran, montrant les incohérences. Plus troublant encore, l'admission de Claire au Mimosa a été financée pendant des années par une fondation, la Fondation Lazare. J'ai creusé. Cette fondation était une coquille vide qui servait à dissimuler l'origine des fonds. « Et ces fonds venaient d'où ?» demanda Damien. Bien qu'il commençât à deviner la réponse, d'une société offshore liée à Faure Holdings, une filiale aujourd'hui dissoute du groupe Faure. Un silence pesant s'installa. Les implications étaient claires. Son père avait financé, dans le plus grand secret, le séjour de Claire au Mimosa. Pourquoi? Si ce n'était qu'une inconnue. Il y a autre chose, reprit Mercier, hésitant légèrement. J'ai réussi à obtenir un échantillon d'écriture de Claire. Une lettre qu'elle a écrite à une aide-soignante qui partait à la retraite. Voici une photo.
L'image montrait une carte de vœux avec quelques lignes d'une écriture fine et élégante. Damian la reconnut immédiatement. Cette façon particulière de former les lettres, ces boucles caractéristiques. C'était l'écriture du médaillon, celle qui avait gravé « À mon petit prince ». Ses mains tremblèrent légèrement. « Merci, monsieur Mercier. Continuez vos recherches. Je veux tout savoir. Absolument tout. » Les jours suivants, Damian se plongea dans une obsession grandissante. Le conseil d'administration du groupe Faure commençait à s'inquiéter de ses absences répétées, de son manque de concentration lors des réunions. Des rumeurs circulaient, problèmes de santé, burn-out ou pire encore. Projet de vente hostile, l'action du groupe avait perdu quelques points en bourse. « Tu dois te ressaisir », lui conseilla Victor une semaine plus tard, alors qu'il annulait une réunion cruciale avec des investisseurs chinois. Le conseil s'impatiente. Théodore Vaillant a même suggéré une réunion extraordinaire pour discuter de ton état. Théodore Vaillant, vice-président du conseil et ancien bras droit de Pierre Faure, un homme que Damian n'avait jamais apprécié, malgré, ou peut-être à cause de, sa proximité avec son père. « Qu'il s'impatiente », répliqua sèchement Damian. « Je détiens toujours la majorité des actions. » Victor soupira. « Ce n'est pas une question d'action, c'est une question de confiance. Les marchés détestent l'incertitude. Tu le sais mieux que personne. » Damian savait que Victor avait raison, mais quelque chose de plus fort que sa raison le poussait à poursuivre. Cette enquête était devenue vitale, comme si sa propre existence en dépendait. Son téléphone sonna. C'était Mercier. « Monsieur Faure, j'ai trouvé quelque chose d'important. Une infirmière à la retraite qui travaillait au Mimosa quand Claire y est arrivée. Elle se souvient de détails. Troublant. J'arrive, dit simplement Damian, en raccrochant. Il croisa le regard inquiet de Victor. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Damian. Quoi que tu espères trouver, ça ne vaut pas la destruction de tout ce que tu as bâti. » Damian enfila sa veste sans répondre. Au fond, il savait que Victor avait raison. Cette quête pourrait tout lui coûter, sa position, sa fortune, peut-être même sa santé mentale. Mais il ne pouvait plus s'arrêter. Pas maintenant. En sortant, il prit une décision. Il retournerait au Mimosa, seul, cette fois, sans caméra, sans chèque à remettre. Il voulait revoir Claire, lui parler. Peut-être qu'en la confrontant directement, il obtiendrait les réponses qu'il cherchait. Ou peut-être découvrirait-il que tout ceci n'était qu'un fantasme né de la solitude d'un homme qui n'avait jamais su combler le vide laissé par l'absence d'une mère. Quoi qu'il en soit, il devait savoir, même si la vérité devait s'avérer plus douloureuse que l'ignorance, car comme le disait souvent Pierre Faure, la vérité est un luxe que seuls les puissants peuvent s'offrir. Ironiquement, c'était peut-être la seule leçon paternelle que Damian allait enfin mettre en pratique. Le soleil automnal baignait les mimosas d'une lumière dorée lorsque Damian y retourna 3 jours plus tard. Cette fois, il avait troqué son costume sur mesure contre des vêtements plus décontractés. Jean, pull en cachemire et lunettes à monture fine, un déguisement minimaliste, mais suffisant pour ne pas être immédiatement reconnu comme le milliardaire qui avait fait la une des journaux locaux la semaine précédente. À la réception, il se présenta comme David Ferrand, bénévole envoyé par une association parisienne pour aider aux animations. Amélie étant absente ce jour-là, la jeune réceptionniste accepta ses références sans poser de questions et lui remit un badge visiteur. « Vous pouvez rejoindre les autres bénévoles dans la salle d'activité », lui indiqua-t-elle avec un sourire. « Ils préparent un atelier peinture. » Damian la remercia et s'aventura dans les couloirs qu'il avait parcourus en coup de vent lors de sa visite officielle. Cette fois, il observait tout. Les photographies jaunies accrochées au mur, les noms sur les portes des chambres, les détails qui auraient pu lui échapper. La salle d'activité était animée par une femme énergique d'une 30aine d'années qui distribuait pinceaux et palettes à une dizaine de résidents. Elle accueillit Damian avec enthousiasme, visiblement soulagée d'avoir une paire de bras supplémentaires. « Parfait. Tu peux t'occuper de ce groupe-là, » dit-elle en désignant un coin de la salle. « Il s'agit juste de les aider à tenir leurs pinceaux et de les encourager, ne t'inquiète pas, ils sont adorables. » Pendant 2 heures, Damian joua son rôle avec une application qui l'étonna lui-même. Lui qui n'avait jamais pris le temps d'aider quiconque se retrouvait à guider la main tremblante d'un vieil homme peignant un paysage maritime, ou à complimenter sincèrement une dame aux cheveux violets pour son portrait abstrait, Claire n'était pas parmi eux. Selon la responsable de l'atelier, elle préférait rester dans le jardin les jours ensoleillés. Quand l'activité prit fin, Damian s'éclipsa discrètement vers l'extérieur. Le jardin des Mimosas, bien qu'un peu négligé,
offrait plusieurs recoins paisibles, il repéra Claire assise sur un banc, près d'un massif de roses fanées, un livre ouvert sur les genoux, mais son regard perdu dans le vague. Damien s'approcha lentement, le cœur battant. De près, elle paraissait plus fragile encore, sa peau fine et parcheminée témoignant des années difficiles. Mais ses yeux d'un bleu profond, conservaient une étincelle de vie qui le troublait profondément. « Bonjour », dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. « Je peux m'asseoir un moment ?» Claire tourna la tête vers lui. Son regard était vague, comme si elle le voyait à travers un brouillard. « Bien sûr, jeune homme », répondit-elle avec un sourire poli, aucune trace de la réaction qu'elle avait eue lors de leur première rencontre. Damien s'assit à côté d'elle, cherchant désespérément comment engager la conversation sans paraître suspect. Il remarqua le livre sur ses genoux, un recueil de poèmes de Prévert. « Vous aimez la poésie ?» demanda-t-il. « Oh oui, surtout Prévert. Il parle des choses simples avec tant de beauté. » Ses doigts caressèrent la couverture du livre. « Je lisais souvent ces poèmes à mon petit garçon, avant. » Elle s'interrompit, son regard s'assombrissant soudain, comme si un nuage passait devant le soleil de ses souvenirs. « Avant ?» l'encouragea doucement Damien. Claire secoua la tête, visiblement confuse. « Je ne sais plus. Parfois, je mélange les rêves et les souvenirs. À mon âge, vous savez, la mémoire joue des tours. » Damien sentit une pointe de déception. Elle semblait perdue dans un brouillard dont il ne savait comment la tirer. Il décida d'être plus direct. « Claire, connaissez-vous Pierre Fort ?» Le changement fut instantané. Son corps se raidit, ses yeux s'écarquillèrent. « Pierre ? Non, je ne devrais pas parler de lui. Il a dit que c'était mieux ainsi, pour tous. » « Qui a dit cela, Claire ? » ?»« Pierre. » Mais déjà, la brève lueur de lucidité s'éteignait. Claire cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle se réveillait. « Excusez-moi, jeune homme. Qu'avez-vous demandé ?» Damien réprima sa frustration. « Je demandais si vous aviez toujours vécu ici, au Mimosa. »« Oh non, je suis arrivée. Il y a longtemps. Vous devriez parler à Martine. Elle était déjà là quand je suis arrivée. Elle se souvient de tout, celle-là. Martine Roussel. Elle était infirmière ici pendant 30 ans. Elle est à la retraite maintenant. Mais elle vient nous voir le mercredi pour l'atelier tricot. » Le cœur de Damien fit un bond. C'était peut-être la personne dont Mercier lui avait parlé. Il passa encore 1 heure avec Claire, à parler de tout et de rien, guettant la moindre allusion à son passé. Elle évoqua des souvenirs d'enfance en Normandie, parla d'un père pharmacien, mais resta étrangement silencieuse sur sa vie adulte, comme si un pan entier de son existence avait été effacé. Au moment de partir, Claire fouilla dans la poche de son gilet et en sortit une petite photographie écornée. « Tenez, je veux vous la montrer. C'est mon trésor. » La photo, jaunie par le temps, montrait une jeune femme tenant un petit garçon d'environ 5 ans dans ses bras. La femme portait un médaillon, le même que celui que Damien conservait précieusement. « C'est vous ?» demanda-t-il, la gorge nouée. Claire contempla la photo avec tendresse. « Oui, et mon petit prince, c'était avant qu'on ne me l'enlève. » « Qui vous l'a enlevé, Claire ?» Mais déjà, son regard s'était à nouveau voilé. Elle rangea soigneusement la photo et se leva. « Je dois rentrer maintenant. C'est l'heure de mon émission préférée. » Damien la regarda s'éloigner, l'esprit en ébullition. Cette photo était une preuve de plus. Et ce médaillon, identique au sien, ne pouvait être une coïncidence. Le mercredi suivant, Damien était de retour au Mimosa. Cette fois, il n'eut pas besoin de prétexte. Martine Roussel, ancienne infirmière à la retraite, l'attendait dans un petit café à 2 pas de l'établissement. C'était une femme robuste aux cheveux gris coupés courts, dont le regard direct ne cachait pas une certaine méfiance. « Monsieur Faure, » dit-elle après les présentations, « votre détective m'a dit que vous cherchiez des informations sur Claire. Puis-je savoir pourquoi ?» Damien hésita. Devait-il révéler ses soupçons ? Il opta pour une demi-vérité. « Je pense qu'elle connaissait mon père. Des documents suggèrent qu'il finançait secrètement son séjour au Mimosa. Je voudrais comprendre pourquoi. » Martine le dévisagea longuement avant de soupirer. « J'ai toujours su que cette histoire ressortirait un jour. Claire est arrivée au Mimosa en 2005. Son admission était inhabituelle. Un homme élégant, dans la 60aine à l'époque, l'a amenée personnellement. Il a présenté des documents signés par un médecin que personne ne connaissait et a versé une somme considérable pour couvrir ses frais pendant plusieurs années. Cet homme, c'était Pierre Fort. Il ne s'est pas présenté.
Mais sa photo est apparue quelques années plus tard dans un magazine économique. C'était bien lui. Martine se pencha en avant. Ce qui m'a toujours troublée, c'était l'état de Claire à son arrivée. Elle était brisée, pas simplement confuse ou perdue comme certains de nos résidents. On aurait dit qu'une partie d'elle avait été arrachée. Elle répétait souvent le nom Damien dans son sommeil. Le sang de Damien se glaça dans ses veines. Son propre nom. Claire répétait son nom. A-t-elle jamais parlé d'un enfant, d'un fils? Au début, constamment, elle disait qu'on lui avait pris son petit prince, que son fils la cherchait sûrement. Elle écrivait des lettres, des dizaines de lettres, mais, elle n'était jamais envoyée. L'homme, votre père, avait laissé des instructions très claires. Claire devait rester isolée, sans contact avec l'extérieur, pour son bien, disait-il, pour son bien, ou pour celui de Pierre Faure. Les révélations de Martine Roussel avaient plongé Damien dans un état proche de la transe. Sur le chemin du retour vers Paris, les mots de l'ancienne infirmière tournaient en boucle dans son esprit, Claire répétant son prénom dans son sommeil, les lettres jamais envoyées, l'isolement imposé par son père. « Qu'as-tu fait, père ?» murmura-t-il, regardant le paysage défiler par la fenêtre du train. À peine arrivé à Paris, Damien prit une décision. Il devait retourner à la source, là où tout avait commencé. La villa familiale de Neuilly-sur-Seine, demeure imposante du XIXe siècle, où il avait grandi après avoir quitté Lyon. La propriété était restée inoccupée depuis la mort de Pierre. 5 ans auparavant, Damien n'y avait jamais remis les pieds. Trop de souvenirs s'y trouvaient enquistés. Le lendemain matin, sous un ciel lourd de nuages, il se tenait devant le portail en fer forgé, clé en main. Le jardin, autrefois méticuleusement entretenu, avait pris un aspect sauvage, qui contrastait étrangement avec la rigidité de la façade néoclassique. En poussant la lourde porte d'entrée, Damien fut assailli par l'odeur caractéristique des maisons abandonnées, un mélange de poussière, de vieux bois et de renfermés. Des draps blancs recouvraient les meubles du hall. Fantôme silencieux d'une vie passée, par où commencer, se demanda-t-il à voix haute. Le bureau de Pierre semblait l'évidence même. C'était là que son père passait le plus clair de son temps, là qu'il gardait ses documents les plus importants. La pièce, située au premier étage, était exactement comme dans ses souvenirs. Imposante bibliothèque en acajou, fauteuil en cuir usé, bureau massif face à une fenêtre donnant sur le jardin, Damien commença méthodiquement sa recherche, ouvrant chaque tiroir, vérifiant chaque classeur. La plupart des documents officiels avaient été transférés au siège du groupe Faure après le décès de Pierre, mais des papiers personnels demeuraient, soigneusement rangés selon un système que seul son père comprenait. Après 2 heures de fouilles infructueuses, Damien se laissa tomber dans le fauteuil de son père. Épuisé et frustré, qu'espérait-il trouver, au juste? Une confession écrite, une photo de famille cachée. Son regard erra sur la bibliothèque, s'arrêtant sur une collection de livres reliés en cuir rouge, les œuvres complètes de Balzac, l'auteur préféré de Pierre. Un détail l'interpella soudain. L'un des volumes semblait légèrement plus avancé que les autres. Intrigué, Damien se leva et tira le livre. Et ce n'était pas le Père Goriot, comme l'indiquait la tranche, mais un coffret dissimulé dans la reliure, à l'intérieur. Une petite clé en laiton, le cœur battant, Damien examina le bureau sous un nouvel angle. Existait-il un compartiment secret qu'il n'avait pas repéré? Ses doigts parcoururent le dessous du plateau, les montants, les moulures, jusqu'à sentir une irrégularité dans le bois. Près du pied droit, une pression révéla un minuscule trou de serrure. La clé s'y inséra parfaitement, le mécanisme débloqué. Un panneau coulissa sur le côté du bureau, révélant une cavité peu profonde. Elle contenait un carnet relié en cuir noir, visiblement usé, et une enveloppe jaunie. Damien s'empara d'abord du carnet, sur la première page, d'une écriture qu'il reconnut immédiatement comme celle de son père, était inscrit « Journal personnel, 1989-2010 ». Les mains tremblantes, il commença à le feuilleter. Les premières entrées étaient banales. Réflexion sur les affaires, notes sur des concurrents, projet d'expansion. Puis, Damien tomba sur une date qui lui fit l'effet d'un électrochoc. 12 mars 1990, le jour où sa mère avait disparu. Aujourd'hui, j'ai fait ce qui devait être fait. Marie-Claire ne me laissait pas le choix. Ses origines modestes n'ont jamais vraiment posé problème. Mais ses valeurs, si opposées aux miennes,
Elle refusait de comprendre que Damien doit être éduqué pour diriger, pas pour être heureux, comme elle le répète sans cesse. Et puis ces menaces de me quitter, d'emmener mon fils, inacceptable. J'ai organisé son transfert vers la clinique Saint-Marc. Le docteur Garnier, qui me doit quelques services, a signé les papiers nécessaires. Un diagnostic de dépression sévère avec tendance paranoïaque suffira à la maintenir internée le temps nécessaire. Damien est jeune. Il oubliera vite. Je lui ai dit que sa mère nous avait abandonnés. La douleur initiale est préférable à l'influence néfaste qu'elle aurait pu exercer sur lui à long terme. Damien eut l'impression qu'on venait de lui asséner un coup violent. Sa vision se brouilla. Sa respiration devint saccadée. Ce n'était pas possible. Son père n'avait pas pu. Il tourna frénétiquement les pages, cherchant d'autres mentions de sa mère. 14 juin 1995. Marie-Claire a tenté de contacter Damien via une infirmière corrompue. J'ai dû la faire transférer dans un établissement plus isolé. Près de Grenoble, son état mental s'est détérioré. Ce qui arrange nos affaires, elle commence à avoir de véritables problèmes de mémoire. 3 septembre 2000. Incident lors d'une visite à Marie-Claire. Elle a reconnu Vaillant qui m'accompagnait et s'est mise à hurler des accusations incohérentes. Le personnel a dû la sédater. Il devient risqué de la maintenir dans une institution médicale avec autant de témoins potentiels. Je réfléchis à une solution plus discrète. 12 mai 2005, problème résolu. Marie-Claire a été transférée dans une maison de retraite obscure près de Lyon. L'endroit est parfait, personnel réduit, contrôle limité et une directrice facilement impressionnable. J'ai créé une identité complète pour Marie-Claire Faure, désormais connue comme Claire Moreau. La Fondation Lazare s'occupera des paiements. Après 15 ans de médication excessive, sa mémoire est suffisamment fragmentée pour qu'elle ne représente plus aucun danger. Damien dut s'interrompre. Le souffle coupé par l'horreur, son père, cet homme qu'il avait à la fois craint et admiré, avait littéralement fait disparaître sa mère, l'avait fait interner sous un faux diagnostic, puis l'avait droguée pendant des années jusqu'à ce que son esprit se brise. Et tout ce temps, il avait cru qu'elle l'avait abandonné. Les dernières entrées du journal étaient plus espacées, mais tout aussi glaçantes. Pierre évoquait des visites annuelles au Mimosa pour s'assurer que le secret restait bien gardé. La dernière note, datée de quelques mois avant sa mort, révélait une inquiétude nouvelle. 25 janvier 2019, visite annuelle. L'état de Marie-Claire m'inquiète. Malgré les années et les traitements, elle a des moments de lucidité de plus en plus fréquents. Elle m'a reconnue aujourd'hui, m'a appelé par mon nom. Si elle venait à retrouver suffisamment de mémoire pour contacter Damien, il faudra peut-être envisager un transfert vers un établissement plus isolé. Peut-être à l'étranger. L'enveloppe restée dans la cachette contenait des documents médicaux falsifiés, des reçus de paiement à diverses personnes, médecins, administrateurs, infirmiers, et une photo que Damien reconnut immédiatement, celle que Claire lui avait montrée, où elle posait avec lui enfant. Au dos, une inscription à demi effacée. Marie-Claire et Damien, Lyon, 1989. Il n'y avait plus aucun doute. Claire était bien Marie-Claire Faure, sa mère, celle qu'il avait cru partie de son plein gré, celle qu'il avait fini par haïr pour l'avoir abandonnée. La vérité le frappa avec une violence inouïe. Pendant 34 ans, il avait vécu dans un mensonge orchestré par son propre père. Un mensonge qui avait détruit 3 vies, celle de sa mère, confinée dans un enfer de solitude et de confusion, celle de son père, rongée par ses propres manipulations, et la sienne, bâtie sur un sentiment d'abandon qui avait façonné toute sa personnalité. Damien s'effondra dans le fauteuil, le journal serré contre sa poitrine, et pour la première fois depuis son enfance, il pleura sans retenue, 3 jours après sa découverte du journal de Pierre. Damien convoqua Victor dans son appartement. Il n'était pas retourné au bureau depuis, ignorant les appels incessants de ses collaborateurs et du conseil d'administration. Assis dans son salon plongé dans la pénombre, il avait passé ses journées à relire le journal, à examiner chaque document trouvé dans la cachette, tentant d'absorber l'ampleur de la trahison paternelle. « Mon Dieu, Damien, tu as une mine affreuse !» s'exclama Victor en entrant. Théodore Vaillant est furieux. « Le conseil parle de te convoquer pour une audition formelle si tu ne... » Il s'interrompit en voyant les documents étalés sur la table basse. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« La vérité, » répondit simplement Damien. « Claire est ma mère, Marie-Claire Faure. Mon père l'a fait interner de force. L'a droguée pendant des années, lui a volé son identité, tout ça pour m'éloigner d'elle. » Victor resta figé.
visiblement sous le choc. C'est impossible. Pierre n'aurait jamais... Lis, ordonna Damien en lui tendant le journal. Tout est là, chaque détail sordide de sa machination. Un silence pesant s'installa tandis que Victor parcourait les pages, son visage passé de l'incrédulité à l'horreur. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-il finalement. Pierre était dur en affaires, impitoyable même, mais ça... « J'ai besoin de ton aide », dit Damien, se levant avec une énergie nouvelle. « Je vais la sortir de là, lui rendre son identité, mais il me faut des avocats, des médecins, des témoignages. » Victor hésita, une expression étrange traversant son visage. « Damien, réfléchis une minute. Cette histoire est explosive. Si elle devient publique, le scandale sera énorme. Le groupe fort. Ta réputation, tout ce que ton père et toi avez construit pourrait s'effondrer. Et alors, s'emporta Damien. Ma mère a passé 34 ans enfermée à cause d'un mensonge. Je comprends, mais... Victor se passa une main sur le visage. Tu pourrais la faire transférer discrètement, lui offrir les meilleurs soins, sans publicité, éviter le scandale tout en réparant l'injustice. Damien dévisagea longuement son conseiller. Tu savais, n'est-ce pas? Quoi? Non. Je te jure que... Pas tout, peut-être, mais quelque chose. Vaillant est mentionné dans le journal. D'autres personnes au conseil étaient au courant. Impossible que tu n'aies jamais rien soupçonné. Victor soupira profondément. J'ai rejoint le groupe après. L'événement, Pierre ne parlait jamais de ta mère. Mais il y avait des rumeurs, des chuchotements. Rien de concret, je te le jure. Et tu n'as jamais pensé à me le dire. Que pouvais-je te dire? Que ton père, que tu idolâtrais, avait peut-être caché quelque chose sur ta mère, sans preuve. Il se rapprocha, posant une main sur l'épaule de Damien. Écoute, je suis de ton côté. Laisse-moi t'aider à gérer ça intelligemment. Damien se dégagea brusquement. Je vais officialiser sa situation. Dès demain, je contacte un avocat pour lancer les procédures. C'est une erreur, avertit Victor. Laisse-moi d'abord parler à quelques personnes, préparer le terrain. Une affaire comme celle-ci doit être maniée avec précaution. Plus de secrets, trancha Damien. Plus de manipulation, dès le lendemain. Damien rencontra Maître Fournier, un avocat spécialisé dans les droits de la personne, connu pour son intégrité. Il lui exposa la situation, lui remit des copies du journal et des documents incriminants. C'est un cas extraordinaire, commenta l'avocat après avoir examiné les preuves. Nous pouvons déposer une requête pour rétablir l'identité légale de votre mère et demander l'ouverture d'une enquête criminelle contre tous ceux qui ont participé à cette machination. À combien de temps cela prendra-t-il? Difficile à dire. Les procédures de rétablissement d'identité sont complexes, surtout après tant d'années. Et si certains des complices occupent toujours des positions d'influence, Damien n'avait pas besoin que l'avocat termine sa phrase. Il savait que plusieurs alliés de son père étaient toujours en place. Au conseil d'administration, dans la magistrature, en politique, 3 jours plus tard, alors que les premières démarches judiciaires étaient en cours, Damien reçut un appel d'Amélie Vidal. « Monsieur Faure », dit-elle d'une voix tendue, « il se passe des choses étranges. Un médecin que je ne connais pas est venu hier avec un ordre de transfert pour Claire. Il prétendait agir sur demande de sa famille. J'ai refusé sans votre confirmation, mais... Vous avez bien fait, la coupa Damien, sentant la panique monter. Ne laissez personne l'approcher. J'arrive. En raccrochant, il comprit. Victor avait parlé. La contre-offensive était déjà lancée, sans perdre une minute. Il prit sa voiture et fonça vers Lyon. Pendant le trajet, son téléphone ne cessa de sonner. Victor, des membres du conseil, même son avocat qui l'informait qu'un juge venait mystérieusement de bloquer ses démarches, à son arrivée au Mimosa, 4 heures plus tard, Amélie l'attendait, le visage grave. « Ils sont revenus », annonça-t-elle. 2 hommes avec des papiers officiels. Cette fois, j'ai contacté la police. Mais ils ont vérifié les documents et les ont jugés authentiques. Ils voulaient emmener Claire dans un établissement spécialisé à Genève. Comment avez-vous réussi à les arrêter? Un sourire fin étira les lèvres d'Amélie. Claire a fait une crise, hurlements, convulsions. Le médecin qui les accompagnait a jugé qu'elle n'était pas transportable dans cet état. Ils reviendront demain avec une ambulance médicalisée. Damien sentit une vague d'affection pour cette femme qu'il connaissait à peine. « Merci. Puis-je la voir ?» Claire était dans sa chambre, assise près de la fenêtre.
Elle semblait plus agitée que lors de sa dernière visite, ses yeux constamment en mouvement, comme si elle guettait un danger. « Claire, » dit doucement Damien. « C'est moi, David. » Elle tourna vers lui un regard soudain lucide. « Tu n'es pas David. Je le sais maintenant. Tu es... » Elle s'interrompit, ses yeux s'emplissant de larmes. « Je ne dois pas le dire. Ils vont revenir me chercher si je le dis. » Damien s'agenouilla devant elle, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Personne ne vous emmènera. Je ne laisserai pas faire. » « C'est ce qu'il disait aussi au début, » murmura-t-elle. « Mon mari, avant de m'enfermer. » Une douleur aiguë transperça Damian. Elle se souvenait, malgré les années, malgré les drogues, une partie d'elle n'avait jamais oublié. « Maman, » dit-il, la voix brisée. « C'est moi, Damien, ton fils. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Pendant un instant terrible, Damien crut qu'elle allait retomber dans sa confusion. Puis, lentement, elle leva une main tremblante vers son visage. « Damien, mon petit prince. Oui, maman, je suis là, je t'ai retrouvé. » Un sanglot déchirant s'échappa de la poitrine de Claire. Damien la prit dans ses bras. Sentant son corps frêle secoué par des pleurs trop longtemps retenus, ils restèrent ainsi enlacés, un fils retrouvant sa mère après 3 décennies de séparation. Mais Damien savait que leur retrouvaille était menacée. Une bataille se préparait, contre le temps, contre ceux qui avaient participé au crime, contre un système qui protégeait les puissants, et il était prêt à tout risquer pour la gagner. Les jours qui suivirent les retrouvailles de Damien et de sa mère furent un étrange mélange de bonheur fragile et de tension constante. Sur conseil de Maître Fournier, Damien avait engagé une équipe de sécurité privée pour surveiller discrètement les mimosas. Claire ne devait jamais rester seule, même la nuit. Pendant ce temps, Paris était en ébullition. L'absence prolongée de Damien avait déclenché une véritable tempête au sein du groupe fort. Les rumeurs les plus folles circulaient, burn-out, maladies graves, ou même tentatives hostiles de prise de contrôle par des concurrents. Le cours de l'action avait chuté de 15 points en une semaine, mais Damien s'en moquait éperdument. Pour la première fois de sa vie d'adulte, les chiffres, les contrats, les fusions et acquisitions, tout ce qui avait constitué sa raison d'être, lui semblait dérisoire face à ce qu'il vivait à Lyon. « Tu ne peux pas abandonner l'entreprise », lui avait dit Victor lors d'un appel tendu. « Des milliers d'emplois sont en jeu. »« Je n'abandonne rien », avait répondu Damien. « Je délègue. Tu as toujours voulu plus de responsabilités. Non, voilà ta chance. » Ce matin-là, assis dans le petit jardin des Mimosas, Damien remplissait méticuleusement des documents légaux. Maître Fournier avait trouvé une stratégie, puisque la justice semblait bloquée par des influences occultes. Ils allaient utiliser la presse. Un dossier complet était en préparation pour plusieurs journaux d'investigation, avec copie des preuves les plus accablantes. « Tu travailles déjà ?» La voix douce de Claire le fit sursauter. Elle se tenait devant lui, plus alerte que les jours précédents. Les médecins consultés par Damien avaient été formels, sans les tranquillisants qui lui avaient été administrés pendant des années. Sa lucidité reviendrait progressivement. Déjà, les périodes de confusion se faisaient plus rares. Juste quelques papiers, sourit Damien en se levant pour l'aider à s'asseoir. Claire observa son fils avec tendresse. « Tu lui ressembles, tu sais, physiquement du moins. » Damien se raidit. La comparaison avec Pierre le mettait mal à l'aise. « Je ne suis pas comme lui, » dit-il plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Je sais, » répondit doucement Claire. « Tu as mes yeux et mon cœur, j'espère. » Un silence confortable s'installa entre eux. Ces moments paisibles étaient précieux. Des instants volés au temps perdu, des fragments de la relation mère-fils qu'ils auraient dû avoir. « Raconte-moi, » demanda soudain Claire. « Raconte-moi le petit garçon que j'ai perdu. Comment il est devenu cet homme ?» Damien hésita. Que pouvait-il lui dire? Que son fils était devenu un requin des affaires, froid et calculateur comme son père. Qu'il avait construit sa vie entière sur le rejet, la colère et l'ambition, qu'il n'avait jamais vraiment aimé personne. Il opta pour la vérité. Claire méritait au moins cela. « J'ai grandi, en colère », commença-t-il lentement. « Père m'a dit que tu étais parti parce que tu ne nous aimais pas assez. J'ai cru que l'amour était une faiblesse. Alors j'ai appris à m'en passer. » Claire essuya une larme silencieuse. « Continue. J'ai été à l'internat à 10 ans, puis Sciences Po, EC. J'ai rejoint le groupe à 23 ans, directeur général adjoint à 28, PDG à la mort de père, il y a 5 ans. Et en dehors du travail, des amis, une femme, des enfants. » Damien secoua la tête. «
Je n'ai jamais eu le temps, ou peut-être que je n'ai jamais voulu prendre le risque. Le risque d'aimer, d'être abandonnée à nouveau. Le visage de Claire se crispa de douleur. Je ne t'ai jamais abandonné, Damien. Jamais. J'ai essayé de t'écrire. Encore et encore. J'ai tenté de m'échapper 3 fois. La dernière tentative m'a valu 6 mois d'isolement et tellement de médicaments que j'ai perdu 1 année entière dans le brouillard. Damien prit sa main, horrifié par ce qu'elle avait dû endurer. Je sais, je suis désolée. Ne le sois pas, dit-elle avec une force surprenante. Ce n'était pas ta faute, c'était la sienne. Il a détruit nos vies à tous les deux. Pourquoi l'a-t-il fait? Qu'est-ce qui pourrait justifier? Le contrôle, répondit Claire. Pierre ne supportait pas qu'on lui résiste. Et je résistais. Je voyais comment il voulait te façonner. Froid. Calculateur. Impitoyable. Je voulais que tu aies une enfance normale, avec des amis, des jeux, des rêves qui t'appartiennent. Nous nous disputions constamment à ce sujet. Elle marqua une pause, son regard se perdant dans le lointain. La dernière dispute a été terrible. Je lui ai dit que je partais, que je t'emmenais avec moi. Le lendemain, des hommes sont venus me chercher. Damien sentit la rage monter en lui, mais aussi une étrange paix. Enfin, il comprenait. Enfin, il savait que son sentiment d'abandon, cette blessure qui avait défini toute sa vie, n'était qu'un mensonge. « Parle-moi des autres résidents », demanda-t-il soudain, désireux de changer de sujet pour ne pas l'accabler davantage. Le visage de Claire s'illumina. « Oh, tu devrais rencontrer Gustave. C'était un professeur de littérature. Et Mathilde, qui a été sage-femme pendant 40 ans, et le petit groupe qui joue aux cartes tous les après-midi. Ils trichent tous, mais personne ne le dit. » Pendant l'heure qui suivit, Claire lui raconta des anecdotes sur ses compagnons d'infortune, ces personnes âgées que la société avait lentement oubliées. Elle parlait d'eux avec une tendresse et un respect qui touchèrent profondément Damien. « Tu les aimes vraiment ?» constata-t-il. « Ils sont ma famille depuis 20 ans, » sourit-elle. « Quand ma mémoire me jouait des tours, quand je ne savais plus qui j'étais, ni d'où je venais, ils m'acceptaient tel que j'étais, sans question, sans jugement. L'amour n'a pas besoin de souvenirs pour exister, Damien. » Ces paroles résonnèrent en lui comme une révélation. Toute sa vie, il avait jugé les gens sur leur utilité, leur efficacité, leur valeur marchande. Jamais il n'avait simplement aimé. « J'aimerais les rencontrer, » dit-il doucement. Tous. Dans les jours qui suivirent, Damien fut fidèle à sa parole. Il passa du temps avec chaque résident, écoutant leurs histoires, découvrant des parcours riches et variés, des joies simples et des chagrins profonds. Pour la première fois, il regardait les gens, vraiment les regardait, sans calculer ce qu'ils pouvaient lui apporter, et quelque chose commença à changer en lui, lentement, comme une plante longtemps privée de lumière, qui se tourne enfin vers le soleil. Son cœur s'ouvrait à une nouvelle façon d'être au monde. Au bout de 3 semaines passées au Mimosa, Damien fut contraint de retourner à Paris. Le conseil d'administration avait fini par mettre ses menaces à exécution, convoquant une assemblée générale extraordinaire pour évoquer sa défection et envisager un changement de direction. « Tu dois y aller », l'encouragea Claire un matin alors qu'il hésitait encore. « Ne les laisse pas te prendre ce que tu as construit. L'entreprise n'a plus d'importance, » répondit-il en secouant la tête. « Au contraire, » dit-elle avec une fermeté qui le surprit. « C'est ton héritage, ton pouvoir, et tu en auras besoin pour nous protéger. » Pierre avait raison sur un point. Dans ce monde, le pouvoir compte. Il y avait dans ses yeux une sagesse que même les années d'isolement n'avaient pu altérer. Damien comprit qu'elle avait raison. S'il voulait la protéger, s'il voulait exposer la vérité et obtenir justice, il aurait besoin de toutes ses ressources. Avant de partir, il prit toutes les précautions nécessaires. Renforcement de la sécurité autour des mimosas, transfert de fonds sur des comptes personnels pour financer la protection et les procédures judiciaires, instructions détaillées à Maître Fournier. « Je reviendrai vite », promit-il à Claire en l'embrassant. « Et tout sera différent, je te le jure. » Paris l'accueillit sous une pluie battante qui convenait parfaitement à son humeur. Son chauffeur le conduisit directement au siège du groupe Fort, où l'assemblée extraordinaire était déjà en cours. Lorsqu'il pénétra dans la vaste salle du conseil, un silence glacial s'abattit sur l'assistance. Autour de la table en acajou, les visages familiers des administrateurs exprimaient divers degrés de surprise, de soulagement ou d'hostilité. Au bout de la table, à la place habituellement occupée par Damien,
se tenait Théodore Vaillant, l'ancien bras droit de son père, un septuagénaire au regard d'acier dont l'ambition n'avait jamais faibli. « Monsieur Faure », dit Vaillant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quel timing parfait! Nous discutions justement de votre absence prolongée et de ses conséquences sur notre groupe. » Damien traversa la pièce sans se presser, conscient de tous les regards braqués sur lui. Son apparence avait changé. Plus de costume impeccable ni de cravate stricte, il portait un simple pantalon de toile et une chemise bleue. Ses cheveux étaient de plus longs, et une barbe de 3 semaines adoucissait ses traits habituellement sévères. « Théodore, dit-il calmement en s'arrêtant au milieu de la salle, je vois que vous avez pris vos aises. » Un murmure parcourut l'assemblée. Personne n'avait jamais entendu Damien s'adresser ainsi à Vaillant, l'homme que Pierre Faure avait toujours traité avec une déférence particulière. « En votre absence, quelqu'un devait assurer la continuité, » répliqua Vaillant, un soupçon d'irritation dans la voix. « Le marché n'attend pas. » Effectivement, Damien se tourna vers l'ensemble du conseil. « Mesdames, messieurs, je vous prie de m'excuser pour cette absence. Des circonstances familiales m'ont retenu. » « Des circonstances familiales » s'étonna l'un des administrateurs. « Vous n'avez pas de famille, Damien ?» Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Damien. « C'est précisément ce point que je souhaite aborder aujourd'hui. » Il fit signe à son assistant, entré discrètement derrière lui, qui distribua des dossiers à chaque membre du conseil. « Qu'est-ce que c'est » demanda une administratrice en ouvrant le document. « La vérité » répondit simplement Damien. « Sur mon père, sur sa vraie nature, et sur ce que certains d'entre vous ont aidé à dissimuler pendant plus de 30 ans. » Les dossiers contenaient des copies du journal de Pierre, des documents falsifiés, des preuves de virements obscurs, et plusieurs photographies, dont une montrant un jeune Théodore Vaillant accompagnant Pierre lors d'une visite à Claire dans sa clinique psychiatrique. Le visage de Vaillant se décomposa à mesure qu'il parcourait le dossier. « Ce sont des mensonges ?» balbutia-t-il. « Des faux manifestes. » « Vraiment ?» Damien s'avança vers lui, implacable. « Les analyses graphologiques confirment l'authenticité de l'écriture de mon père. Les virements sont traçables, les témoins sont prêts à parler. » Il se tourna vers l'ensemble du conseil. « Pendant 34 ans, ma mère a été séquestrée sur ordre de Pierre Faure, avec la complicité de certaines personnes présentes dans cette salle, 34 ans de sa vie volée, et la mienne construite sur un mensonge. » Un silence assourdissant accueillit ces révélations. Certains administrateurs paraissaient sincèrement choqués. D'autres détournèrent le regard, clairement mal à l'aise. Même si ces allégations étaient vraies, intervint l'avocat du groupe, elles concernent des événements personnels qui n'ont rien à voir avec la gouvernance du groupe Faure. Au contraire, rétorqua Damien, elles révèlent la vraie nature de l'homme qui a fondé ce groupe et les valeurs qu'il a insufflées dans notre culture d'entreprise. L'obsession du contrôle, l'absence d'éthique, la fin qui justifie les moyens. Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Ces valeurs ne sont plus les miennes. À partir d'aujourd'hui, le groupe Faure change de direction, au sens propre comme au figuré. Vaillant se leva brusquement. C'est absurde. Vous ne pouvez pas... Je détiens 42% des actions, le coupa Damien. Et j'ai passé les derniers jours à contacter personnellement nos actionnaires minoritaires. La majorité d'entre eux me soutient. Il sortit un document de sa pochette et le posa devant Vaillant. « Ma première décision est d'accepter votre démission. » Théodore, avec effet immédiat. Un murmure stupéfait parcourut la salle. Vaillant, livide, fixait le document comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Vous ne pouvez pas faire ça, » siffla-t-il. « Vous allez détruire tout ce que votre père a construit. »« Non, » répliqua calmement Damien. « Je vais construire quelque chose de nouveau, quelque chose dont ma mère pourra être fière. » Les heures suivantes furent intenses. Entre votes tendus, débats houleux et départs fracassants. Damien présenta sa vision pour l'avenir du groupe Faure, restructuration éthique, fin des pratiques d'optimisation fiscale agressive, création d'une fondation dédiée aux personnes âgées abandonnées, renommée Fondation Claire. La plupart des administrateurs, soucieux de leur réputation et sentant le vent tourner, se rallièrent finalement à sa cause. Seul Vaillant et 2 fidèles quittèrent la réunion, non sans avoir menacé de poursuites judiciaires, lorsque Damien sortit du siège à minuit passé. Épuisé mais victorieux, Victor l'attendait sur le trottoir. « C'était impressionnant », dit son ancien conseiller, visiblement nerveux.
Je n'aurais jamais cru que tu irais jusqu'au bout. Tu as choisi le mauvais camp, Victor, répondit simplement Damien. Je n'ai jamais voulu. Il s'interrompit, puis soupira profondément. Écoute, il y a quelque chose que tu devrais savoir, quelque chose qui pourrait t'aider. Damien le dévisagea avec méfiance. Quoi donc? Pierre Faure était aussi mon père. La révélation frappa Damien comme un coup physique. Quoi? Ta mère n'était pas la première que Pierre a écartée. Ma mère était l'une de ses secrétaires au début des années 70. Une aventure discrète, un enfant non désiré. Tu es mon demi-frère. Victor acquiesça lentement. Pierre ne l'a jamais reconnu officiellement, mais il m'a pris sous son aile, m'a fait entrer dans l'entreprise. J'ai toujours pensé que je lui devais tout, jusqu'à ce que je découvre ce qu'il t'avait fait, ce qu'il nous avait fait à tous. Damien resta silencieux, assimilant cette révélation qui changeait encore sa perception du passé. « Je veux t'aider », reprit Victor. « Vraiment t'aider cette fois. » Avant que Damien puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Amélie Vidal, la directrice des Mimosas. Son message fut bref, mais dévastateur. Claire venait d'être transportée d'urgence à l'hôpital. Une crise cardiaque. Le trajet vers Lyon fut le plus long de la vie de Damien. Son jet privé fendait le ciel nocturne à près de 900 km/h. Mais chaque minute lui semblait une éternité. À ses côtés, Victor restait silencieux, respectant son angoisse. La révélation de leur lien de parenté était momentanément reléguée au second plan par l'urgence de la situation. Ils auraient le temps de démêler ce nouveau chapitre de l'histoire familiale plus tard. Si Claire survivait, comment est-ce arrivé? Avait demandé Damien lors de sa conversation téléphonique avec Amélie. Elle regardait les informations, avait expliqué la directrice, la voix tremblante. Il y avait un reportage sur le groupe Faure, mentionnant l'assemblée extraordinaire et des rumeurs de changements majeurs. Elle s'est agitée, voulait absolument vous appeler, puis elle s'est effondrée. À l'atterrissage, une voiture les attendait déjà sur le tarmac. 30 minutes plus tard, ils arrivaient à l'hôpital Édouard Herriot, où Claire avait été admise en soins intensifs. Le médecin qui les accueillit avait le visage grave des porteurs de mauvaises nouvelles. « Monsieur Faure, votre mère a subi un infarctus sévère. Nous avons réussi à la stabiliser, mais elle est dans le coma. Les prochaines 24 heures seront décisives. Puis-je la voir? Bien sûr, mais préparez-vous. Rien n'aurait pu préparer Damien à la vision qui l'attendait. Claire, si vivante quelques jours plus tôt, gisait immobile sous un enchevêtrement de tubes et de fils. Le bip régulier des machines semblait compter les secondes d'une vie suspendue entre deux mondes. « Maman », murmura-t-il en s'approchant du lit. Sa main, quand il la prit, était froide et inerte. Ce contact raviva une douleur enfouie, celle de l'enfant qui avait cherché en vain la chaleur maternelle. « Je suis là », dit-il doucement. « J'ai réussi. Ils ne peuvent plus rien contre nous maintenant. » Mais seul le bip monotone des machines lui répondit. Les heures s'écoulèrent, interminables. Damien refusa de quitter le chevet de Claire, même pour quelques minutes. Des médecins entraient et sortaient, vérifiaient des constantes, ajustaient des traitements. Victor s'occupait des aspects pratiques, communication avec Paris, arrangement pour la sécurité, coordination avec Maître Fournier. Au matin du deuxième jour, alors que Damien somnolait sur un fauteuil inconfortable, Victor entra précipitamment dans la chambre. « J'ai trouvé quelque chose », annonça-t-il à voix basse. Dans l'appartement parisien de Pierre, il tenait une boîte en carton usée. C'était caché dans un compartiment secret de sa bibliothèque. « J'ai pensé à vérifier après ce que tu as découvert dans la villa de Neuilly. » Intrigué malgré son épuisement, Damien examina le contenu. Des dizaines de lettres, toutes écrites de la même écriture fine et élégante qu'il reconnut immédiatement comme celle de sa mère. « Ce sont les lettres qu'elle m'écrivait », réalisa-t-il stupéfait. « Celles qui n'ont jamais été envoyées ?»« Pas exactement », corrigea doucement Victor. « Ce sont des lettres qu'elle a envoyées, mais que Pierre interceptait. Il les collectionnait, comme des trophées macabres. » Tremblant, Damien ouvrit la première, datée d'avril 1990. Un mois après la disparition de Claire. « Mon petit prince, si tu reçois cette lettre, c'est que j'ai enfin réussi à contacter la gentille infirmière qui a promis de la poster pour moi. Je ne sais pas ce que ton père t'a dit sur mon départ, mais je t'en supplie, crois-moi, je ne t'ai pas abandonné. Jamais je ne ferais une chose pareille. On m'a emmené contre ma volonté dans cet endroit étrange,
où les médecins disent que je suis malade. Je ne suis pas malade. Mon amour, je suis juste une mère qui veut retrouver son enfant. Chaque jour, je pense à toi. Je me rappelle ton rire quand je te poursuivais dans le jardin, tes petites mains quand tu m'aidais à faire des gâteaux, tes yeux qui s'illuminaient quand je te lisais des histoires. Tu me manques tellement que parfois j'ai du mal à respirer. Je te promets de me battre. Je te promets de revenir. Attends-moi, mon petit prince. Ta maman qui t'aime plus que tout au monde. Les larmes coulaient librement sur les joues de Damien. Lettre après lettre, année après année, Claire avait continué d'écrire, même quand l'espoir s'amenuisait, même quand les médicaments commençaient à embrumer son esprit. Des dizaines de messages d'amour qui n'avaient jamais atteint leur destinataire. Elle n'a jamais cessé d'essayer, murmura-t-il. La voix brisée, il se tourna vers le lit d'hôpital où Claire restait immobile. Une idée folle lui traversa l'esprit. Lentement, il s'approcha d'elle et commença à lire les lettres à voix haute, une à une. Chronologiquement, comme pour reconstituer le fil d'une histoire interrompue, il lut pendant des heures. Sa voix tantôt ferme, tantôt brisée par l'émotion, Victor s'éclipsa discrètement, le laissant seul dans ce moment intime. Les infirmières qui entraient pour les soins ralentissaient leurs gestes, touchés par cette scène poignante. Alors qu'il entamait une lettre de Noël 1998, Damien sentit quelque chose d'infime, un léger mouvement des doigts de Claire dans sa main. Il s'interrompit, scrutant son visage. « Maman » chuchota-t-il, le cœur battant. Un battement de paupières, imperceptible pour quiconque n'aurait pas été totalement concentré sur chaque détail de ce visage bien-aimé. « Docteur » appela-t-il, soudain électrisé. « Elle bouge. » Une équipe médicale accourut. Procédant à une série d'examens rapides, Damien fut temporairement écarté du lit, observant avec angoisse les professionnels au travail. « C'est encourageant », confirma finalement le médecin. Elle semble réagir aux stimuli, continuer à lui parler. Parfois, la voix des proches peut créer un chemin vers la conscience. Revigoré par cet espoir, Damien reprit sa lecture. Lettre après lettre, le fil invisible entre la mère et le fils semblait se retisser, réparant 3 décennies d'absence forcée. C'est au milieu d'une lettre particulièrement émouvante d'avril 2005 que le miracle se produisit. Claire ouvrit les yeux, des yeux bleus, un peu confus, mais bien vivants. « Damien !» murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Il laissa tomber les lettres, se précipitant vers elle. « Oui, maman, c'est moi, je suis là. J'ai entendu ta voix, mes lettres. Oui, dit-il en serrant délicatement sa main. J'ai enfin reçu tes lettres. Toutes tes lettres ?» Une larme coula sur la joue pâle de Claire. « Tu sais que je ne t'ai jamais abandonnée, » termina Damien. « Je sais, je l'ai toujours su, quelque part au fond de moi. » Un léger sourire éclaira le visage fatigué de Claire. « Mon petit prince », c'était le surnom qu'elle lui donnait enfant. Celui gravé sur le médaillon, celui qui avait traversé les décennies et les épreuves pour les réunir enfin. Les médecins, appelés en urgence, confirmèrent ce que Damien savait déjà dans son cœur. Claire revenait de loin, mais elle était désormais sur le chemin de la guérison. Son combat n'était pas terminé. Mais cette fois, elle ne le mènerait pas seule. Assis près d'elle, tenant sa main dans la sienne, Damien ressentit pour la première fois depuis son enfance une paix profonde. Le cercle était bouclé, la vérité avait triomphé du mensonge, l'amour avait survécu à la haine, et dans cette chambre d'hôpital austère, une nouvelle vie commençait pour eux deux. 1 an s'était écoulé depuis cette journée fatidique, où Claire avait miraculeusement émergé du coma. 1 an de changement profond, de guérison lente mais constante, de reconstruction. Par une douce matinée de printemps, Damien contemplait la façade rénovée des Mimosas, ou plutôt, de la Maison Claire, comme l'établissement s'appelait désormais, l'ancienne demeure bourgeoise avait subi une métamorphose complète. Façade ravalée dans des tons chaleureux, jardin magnifiquement aménagé avec des allées accessibles aux fauteuils roulants, nouvelles ailes ajoutées pour accueillir plus de résidents. « Monsieur Faure, les invités commencent à arriver », annonça Amélie, qui avait conservé son poste de directrice et s'épanouissait maintenant avec des moyens à la hauteur de son dévouement. Damien acquiesça. L'inauguration officielle de la Maison Claire allait commencer dans 1 heure, un événement auquel il avait invité la presse, les autorités locales et même certains anciens membres du conseil d'administration du groupe Faure, ceux qui avaient accepté sa nouvelle vision
Sa vie avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé 1 an plus tôt. Après la guérison de Claire, il avait pris une décision radicale. Quitter son appartement parisien pour s'installer à Lyon, dans une élégante maison à quelques minutes de la maison Claire. Ce déménagement symbolisait sa rupture avec le passé, sa volonté de construire une nouvelle vie centrée sur des valeurs différentes de celles que Pierre lui avait inculquées. Le groupe fort existait toujours, mais profondément transformé, sous la direction conjointe de Damien, qui restait président mais déléguait la gestion quotidienne, et de Victor, promu directeur général. L'entreprise avait adopté une charte éthique draconienne et réorienté une partie significative de ses activités vers des secteurs socialement responsables, dont la création d'un réseau d'établissements pour personnes âgées sur le modèle de la Maison Claire. « Tu rêvasses encore ?» La voix douce de Claire le tira de ses pensées. Elle s'approchait lentement, appuyée sur une canne élégante, à 70 ans, après des décennies de souffrance. Elle rayonnait d'une sérénité et d'une joie de vivre qui émerveillaient tous ceux qui la côtoyaient. Sa santé restait fragile, mais son esprit avait retrouvé une clarté remarquable. « Je réfléchissais à tout ce qui a changé », répondit Damien en lui offrant son bras. « Pour le mieux », sourit-elle. « Qui aurait cru qu'un jour je verrais mon nom en si grandes lettres ?» L'enseigne Maison Claire dominait effectivement l'entrée. Visible depuis la route, plus qu'un simple hommage à sa mère, ce nom représentait pour Damien un phare dans la nuit, la lumière qui l'avait guidé vers sa propre humanité retrouvée. « Tu as vu, les rosiers que nous avons plantés en automne sont en fleurs », remarqua Claire, désignant une bordure éclatante de roses rouges. « Exactement comme tu les voulais », approuva Damien. Leur relation s'était approfondie au fil des mois. Ils avaient dû apprendre à se connaître, à apprivoiser cette étrange situation d'une mère et d'un fils réunis après 3 décennies, parfois maladroits, parfois émus aux larmes par un souvenir partagé. Ils construisaient, jour après jour, ce lien que Pierre avait tenté de détruire. Ils se dirigèrent vers la grande tente dressée dans le jardin pour la cérémonie. Une centaine d'invités y étaient déjà rassemblés, dont tous les résidents de la Maison Claire. Désormais au nombre de 70, grâce à l'agrandissement des locaux. Victor vint à leur rencontre, accompagné de sa femme Rebecca, une brillante neurologue qui avait supervisé la convalescence de Claire. « Tout est prêt », annonça-t-il. « Le maire va arriver d'une minute à l'autre. » La révélation de leur lien fraternel avait initialement créé une certaine tension entre Damien et Victor, mais avec le temps, ils avaient développé une relation qui dépassait le cadre professionnel. Ils n'étaient pas encore tout à fait des frères, au sens émotionnel du terme, mais ils avançaient dans cette direction. Lorsque tous les invités furent installés, Damien monta sur la petite estrade. Face à l'assemblée attentive, il se surprit à éprouver un trac qu'il n'avait jamais ressenti lors des conseils d'administration ou des conférences de presse. « Mesdames et messieurs, chers amis », commença-t-il, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer bien plus que l'ouverture d'un établissement. Nous célébrons une renaissance. » Son regard se posa sur Claire, assise au premier rang. « Il y a 1 an, j'étais un homme différent. Un homme qui croyait que la valeur se mesurait en chiffres, en contrats, en acquisitions. Un homme qui ignorait la seule richesse qui compte vraiment, celle du cœur. » Un murmure d'approbation parcourut l'assistance. La Maison Claire n'est pas simplement un lieu de soins pour nos aînés. C'est un symbole de ce qui peut arriver quand nous choisissons l'amour plutôt que le pouvoir, la vérité plutôt que le mensonge, la compassion plutôt que l'ambition aveugle. Il expliqua ensuite le concept unique de l'établissement. Des soins personnalisés, un ratio personnel-résident bien supérieur aux normes, des activités culturelles et sociales quotidiennes, mais surtout une philosophie centrée sur la dignité de chaque personne, quel que soit son âge ou sa condition. Nous avons déjà reçu plus de demandes que nous ne pouvons en satisfaire, conclut-il. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui la création de la Fondation Claire, dotée d'un budget initial de 100 millions d'euros, qui financera l'ouverture de 10 établissements similaires à travers la France dans les 5 prochaines années. Les applaudissements éclatèrent. Particulièrement nourrie du côté des résidents, Claire, les yeux brillants de larmes, regardait son fils avec une fierté impossible à dissimuler. Après la cérémonie officielle, alors que les invités se dispersaient vers le buffet, Damien rejoignit sa mère qui s'était installée à l'ombre d'un grand tilleul. « C'était un beau discours », dit-elle en serrant sa main. « J'ai appris d'une experte en communication », sourit-il en désignant les lettres qu'elle lui avait écrites. «
reliés en un volume précieux qu'il conservait toujours près de lui. Claire sourit, puis son expression devint plus grave. « J'ai quelque chose à te montrer. Je voulais attendre le bon moment. » Elle sortit de son sac un vieux document jauni, une lettre officielle datée de 1988. « Qu'est-ce que c'est ? Une lettre de l'agence d'adoption où j'ai dû... » Sa voix se brisa légèrement. « Où j'ai dû confier ta sœur. » Damien sentit son cœur manquer un battement. « Ma... sœur... » Claire acquiesça lentement. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte pour la 2e fois, Pierre venait de traverser une période difficile. Il était devenu plus dur, plus froid. Il m'a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas d'un autre enfant. J'ai essayé de la garder. Mais elle s'interrompit, submergée par les souvenirs douloureux. C'était 2 ans avant ma séquestration. Une petite fille. Je l'ai appelée Élodie avant de la confier à l'adoption. Je n'ai jamais su ce qu'elle était devenue. Damien contemplait le document, stupéfait. Une sœur, une famille encore plus grande que celle qu'il venait de reconstituer.